fin 65, début 66, j'étais étudiant à Paris. Et j'ai rencontré une personnalité qui s'appelle Louis Lecoing, et qui venait de travailler sur, on va dire travailler entre guillemets, sur le statut des objecteurs, etc. Et il avait toute une collection de jeunes autour de lui, on parlait beaucoup, il organisait les choses, etc. Voilà. Et j'étais étudiant à Paris, j'ai raté un examen, et j'ai raté l'examen en juin, et début septembre, j'ai reçu une convocation pour aller au service militaire. Bon, avec ce que j'avais entendu avec Louis Lecoing, je me suis dit, bon, je ne vais pas y aller. Mais quand il a regardé mes papiers, il m'a dit, mais vous êtes forclos. Non, t'es forclos. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire être forclos? Ben, il me dit, soit tu vas à l'armée, soit tu vas en prison. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas très réjouissant comme perspective. Bon, je vous passe les détails. Il me dit, mais attends, on va arranger ça. Et il a écrit au ministre des Armées de l'époque. Et pendant 3 mois, 4 mois, j'ai glandouillé à Paris. Et je ne savais pas quoi. Et au mois de décembre, il m'a dit, ça y est, ton statut est accepté. Tu peux faire déposer ta demande en bonne et due forme et tu feras un service civil comme tous les objecteurs. Voilà. Donc ça s'est passé dans ces années-là et en octobre-novembre de la même année, je suis parti et j'ai été affecté à Brignoles. Brignoles, qui était le premier lieu de rassemblement et qui rassemblait toute une série de gens. Donc, moi, j'ai été affecté à Brignoles, et ça dure combien? 3 mois 4... Ah, Brignoles, c'est un camp qui était organisé par la protection civile et qui accueillait les objecteurs et qui les gardait 2 à 3 mois avant de les répartir auprès des associations ou organismes qui accueillaient les objecteurs. Voilà. Et alors on arrive là, on se retrouve, je me souviens toujours, en gare de Brignoles, on descend du train, on est on était peut-être une douzaine, une quinzaine, et on attend là, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un camion militaire avec 2 militaires. Alors tout de suite, ça réagit, voilà. Mais on dit, oui, nous on fait que le transport. On vous emmène au camp de la protection civile qui était un peu sur l'extérieur de Brignoles. Et dès le lendemain matin, il y a eu un réveil aux trompettes, rassemblement, salut au drapeau, etc. Ça a commencé les difficultés. On était un groupe, il y avait le fils du Christ de Montfavet, il y avait des adventistes, il y avait un étudiant en médecine, enfin on était un groupe complètement hétéroclite qui se demandait pourquoi il était là et son seul souci c'était qu'il ne voulait pas faire le service militaire. Et ensuite on a été convoqués individuellement par le responsable du camp qui était habillé dans la tenue protection civile mais qui se faisait appeler par ses subordonnés mon colonel. Bon, donc là on avait quelques ambiguïtés là-dessus et on a subi, moi je me souviens toujours, un subit questionnaire de la part de ce personnage, en gros sur notre vie privée. Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels? Est-ce que vous avez une petite amie? Est-ce que vous prenez des médicaments? Enfin, un truc assez bizarre. On se demandait pourquoi, et comme on était seul face à lui, on était jeune, on se disait, mais est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Voilà. Et on nous occupait la journée à débroussailler la garrigue, à entretenir le camp, à faire les bordures, etc. Et 6-8 semaines après, moi j'ai été affecté au compagnon bâtisseur, donc qui était
structure de chantier de jeunes. C'était organisé, on se levait à 6h30 et on se couchait à 22h30. Et on avait à faire un chantier, les murs, machin, etc. Dans le groupe, la caractéristique, c'est qu'on avait donc des objecteurs, il y avait des déserteurs américains et des objecteurs américains. On était, la moitié du groupe était entre les Français et Américains. Et dans le groupe des Américains, il y avait une personne d'origine chinoise et 2 personnes noirs américains. Donc ça faisait un groupe assez hétéroclite, voilà. Et donc à la suite de ça, ils m'ont envoyé où? Ah oui, ils m'ont envoyé à Toulouse. Ils m'ont envoyé à Toulouse et ensuite, donc il y a eu une mission dans ma banlieue de Toulouse. Et ensuite, je suis arrivé à Lyon, au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, là où j'y suis resté plus d'1 an. Et c'est là que les ennuis ont commencé avec les problèmes militaires, avec le fait qu'il fallait se présenter à tel ou tel endroit quand on nous demandait, etc. J'ai quitté le foyer Notre-Dame des Sans-Abris et j'ai travaillé à la sauvegarde de l'enfance. Et les compagnons bâtisseurs m'ont fait glisser sur le SCI, Service Civil International, parce que c'est lui qui gérait les affectations dans les sauvegardes de l'enfance. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le GARM et que les menaces se précisant, j'ai continué à travailler donc sans abri, puis la sauvegarde de l'enfance, c'était à Bron. Et à ce moment-là, il y a eu des visites de la gendarmerie parce que j'avais pas donné le rendu compte de mon action. Et on m'a dit, mais monsieur, vous êtes déserteur, etc. Déserteur en temps de paix, etc. Voilà. Et à ce moment-là, on a discuté, on a dit, mais est-ce que le GARM peut faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc. Puis les choses se sont précipitées parce que j'ai été arrêté le 15 janvier 1969. Voilà. Pour moi, il y a une évolution importante, c'est donc le fait d'être à Montluc. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, parce qu'on partageait le même bâtiment, les cellules à côté. Et j'ai rencontré des gens qu'on appelait les mutilés. Les mutilés, c'est des gens, des jeunes, qui étaient affectés dans tel ou tel régiment ou autre, mais qui avaient des conditions de vie tellement difficiles pour eux et insupportables, qu'ils avalaient des lames de rasoir ou des fourchettes. Donc, ils étaient emmenés à l'hôpital, on les opérait, on enlevait les métaux de leur estomac, et quand ils étaient remis sur pied, ils étaient incarcérés parce que c'était le terme... Non, 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 c'était pas ça. C'était mutilation volontaire pour refuser, se soustraire. Exactement, pour se soustraire au service militaire ou à leur engagement. Il y a 2 choses, moi, sur lesquelles, pendant l'incarcération, c'est ces gars de Forêton et tous les problèmes du rapport à la hiérarchie militaire. Je me souviens d'un jeune gars d'Albertville qui s'est engueulé avec un lieutenant et il avait mis son poing sur la figure et il a été condamné à 6 mois de prison. Voilà. Rébellion, etc. Bon, voilà, c'était... cette période à Montluc a ouvert des horizons importants sur les personnes qui se mutilent pour se soustraire à l'autorité militaire, les rapports à la hiérarchie,
Le troisième élément, c'était le rapport à la justice militaire, qui était à cette époque-là assez rude en la matière. Alors, à Montluc, à l'époque, on était donc, pour ceux qui ont visité, vous voyez un peu, donc il y avait les trois niveaux, mais Montluc était une annexe de Saint-Paul à l'époque, parce que le responsable de la détention était simplement un brigadier ou je ne sais pas quoi, enfin un grade inférieur par rapport à un directeur habituel de prison. Et la caractéristique à Montluc, c'est qu'on est tous en cellules individuelles. Il n'y a pas d'espace collectif et qu'on avait une promenade qui durait 1 heure dans la cour de Montluc, qui était le seul moment où on avait la possibilité de se parler. Mais ce que je me suis aperçu à Montluc, ce qui était quand même assez extraordinaire, par exemple, un certain nombre de jeunes qui étaient là étaient des jeunes de niveau de milieu populaire, par exemple, qui ne lisaient pas. Ils étaient enfermés 23 heures par jour, seuls, en cellule. Ils n'avaient pas d'activité. Il n'y avait pas d'activité de quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'atelier comme aux autres prisons de Lyon. Et il n'y avait pas de sortie de quoi que ce soit, etc. Donc il y avait un encellulement assez important. Le fait d'avoir été d'avoir fréquenté Montluc pendant quelques semaines et d'avoir rencontré les autres personnes qui ont motivé considérablement toute la réflexion autour oui, de la société militarisée, de la hiérarchie, etc. Moi, je me souviens, l'ordre même dans la prison, les plus âgés à Montluc quand j'y étais, on devait avoir 30 ans. On était entre 20 ans et 30 ans. On était tous des jeunes. Il n'y avait pas de vieux détenus, si je puis dire. Et c'était tous parce qu'il y a un moment ou un autre, par le comportement de quelque nature que ce soit, ils s'étaient heurtés à la hiérarchie militaire. Et ce n'est pas la militarisation au sens global, c'est le rapport à une hiérarchie militaire intransigeante, refusant la discussion, imposant des règles absurdes, etc. etc. Et quand on se retrouvait à Montluc, par exemple, où là, c'était une petite prison avec des gardiens, des matons qui étaient, j'allais dire, dans la deuxième partie de leur vie active, eux, ils encadraient des jeunes et on se disait, mes voisins le disaient très clairement, ici c'est plus cool que dans tel ou tel régiment. Donc, en définitive, ah oui, au niveau de l'autorité, au niveau de la conciliation, quand on avait quelque chose, on demandait au responsable de la détention, il nous recevait, etc. On pouvait avoir les visites. Moi, en prison, j'ai rencontré l'aumônier, c'était un franciscain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vois, prêtre ouvrier ici à Lyon. Voilà, j'ai rencontré le pasteur qui m'a dit « Ah, ici, mais c'est bien, c'est un peu comme la colonie de vacances sans liberté. » Il me dit « Bon, ouais, c'était une interprétation. » Un jour, j'ai demandé, l'assistante sociale est venue me voir. Il me dit « Mais pourquoi vous êtes ici ?» Je dis « On dit que je suis déserteur. » Oui, mais c'est quand même bizarre. Moi, quand je rentre chez moi en bus, il y a des affiches pour demander votre libération. Voilà, c'est des affiches du Garme. Voilà. Donc, elle dit, je ne comprends plus. Et puis, les gardiens qui disent, vous êtes venu avec vos affaires, mais vous n'avez pas un nécessaire de toilette, etc. Elle me dit, non, on n'a rien. Et où est votre pactage? Et donc, oui, il n'y avait plus rien du tout.
Donc il a fallu bricoler des choses. Et les autres, ils avaient tous leur tenue militaire. Moi, j'avais une tenue civile. Alors, la hantise des gardiens, c'était que le soir, on devait mettre son pantalon et sa veste en dehors de la cellule. Parce que pour s'évader en pyjama, c'est plus compliqué. Et les gardiens, ils redoutaient qu'en mettant ma veste et mon pantalon sur la rambarde à l'extérieur, que ce soit volé par d'autres et que le matin, j'ai plus rien. Et donc, j'avais été autorisé à garder mon pantalon et ma veste dans ma cellule. Enfin, vous voyez un peu les choses, quoi. C'était... Voilà. Mais enfin, moi, je trouve que ça traduisait quand même des tensions extrêmement fortes et par rapport à l'institution militaire, qui était beaucoup moins sensible. Et Montluc n'était pas du tout outillé pour accueillir des jeunes. On n'avait pas de sport, pas d'activité. Quand vous regardiez la bibliothèque, c'était Lucky Luke ou des choses comme ça. Lucky Luke pendant 24 heures, vous avez vite fait le tour, quoi. Voilà, donc c'était un peu étroit tout ça. Et moi, pendant la détention, je m'en suis à peu près récupéré pour une raison tout à fait simple, c'est que je recevais des télégrammes. Et le GARM avait lancé une campagne pour envoyer à tous les objecteurs détenus systématiquement des télégrammes. Et ça a déstabilisé les gardiens. Ils ne comprenaient pas qu'un détenu lambda, qui n'avait pas reçoive des télégrammes. Et quand le soir passait, il y avait une cérémonie pour la distribution du courrier. Moi, j'avais toujours 5-6 télégrammes entre les mains. Les autres, ils n'avaient rien. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi on m'envoyait des télégrammes. Alors donc, en promenade, je leur expliquais que les télégrammes, ça voulait dire qu'on me soutenait, que je n'avais pas fait de conneries, qu'on n'est pas là parce qu'on a fait une faute, mais parce que l'institution ne reconnaît pas, etc.